Bonjour et bienvenue pour ce page à page consacré à Spider-Man 2099, un omnibus très attendu. Ça fait partie des meilleurs précommandes, plus de 100 exemplaires précommandés chez nous avant la sortie. Ce qui est fou parce que récemment, c'était pas trop ça, les précommandes. Il y avait un véritable recul, sachant que les omnibus maintenant sont tous disponibles. Et le reste, selon moi, les précommandes avaient tendance à se raréfié et celui-là, il y a vraiment eu un engouement. Il se passe quelque chose du côté de Spider-Man 2099. Alors le personnage, il est super cool il touche deux générations différentes. Celle qui découvre le personnage à travers le film Spider-Man Across the Spider-Verse et celle qui touche également ceux qui ont découvert la série en 1992 comme moi. Et cette série a été une claque, une véritable claque à l'époque. C'était la réponse de Marvel à ce qui s'est passé avec donc le départ des auteurs stars, Jim Lee, Todd McFarlane qui ont créé Image Comics et les séries Spawn, Wildcats et tout ça. Ils ont décidé de jouer la contre-programmation, de créer l'univers 2099, donc un univers parallèle qui se passerait en 2099, plus de 100 ans dans le futur, et avec un Spider-Man super cool qui s'appelle Miguel O'Hara, et ils ont mis des talents, puisque Peter David a été l'architecte et le scénariste de cette série, et que c'est le fabuleux Rick Leonardi avec son style incroyable, qu'on avait vu sur les X-Men, qui nous a régalé. Je me souviens de l'arrivée de ce titre, ça a été fou, ça a été dingue, ça a été incroyable. Et ça a été pour nous, humble lecteur, quelque chose de fabuleux. On va ouvrir cet omnibus. Alors, il fait 1400 pages, on va peut-être pas tout regarder, mais on va regarder pas mal. Superbe couverture du numéro 1 avec la caractéristique de 2099, c'était ce truc assez technologique autour, ce cadre qui était sur toutes les séries, puisqu'il y a eu une série X-Men 2099, Punisher 2099, Doctor Doom 2099, Ghost Rider, je l'ai dit. Il y a eu plusieurs séries. Ravage, on va voir un numéro de Ravage tout à l'heure. Ça va être super. On est en 2099, on est à New York. Et il y a un nouveau Spider-Man en ville. Il est super cool, le costume est génial, la position, regardez comment il est superbe. Il a ses petites griffes excellentes et fabuleuses sur les doigts. Le design du personnage est fou et le dessin de Rick Leonardi est génialissime. Rick Leonardi, il a déjà fait du Spider-Man, il a déjà fait du X-Men, il a déjà fait plein de choses. Et c'est un artiste génial. Moi, j'ai la chance d'avoir une planche originale de Rick Leonardi sur les X-Men et c'est tout simplement fabuleux. Là, on découvre Miguel O'Hara. Regardez, il a il parle avec des hologrammes, puisque donc ça, c'est son assistante personnelle, c'est son Siri, son Google de l'époque. Et il passe ses coups de fil, vous voyez, avec des personnages comme ça qui apparaissent et on découvre cet univers génial, magnifiquement inventé, mis en scène par le fabuleux Peter David et incroyablement dessiné par le génialissime Rick Leonardi. Quel plaisir de retrouver ces épisodes qui nous ont fait tant rêver. Les premiers épisodes nous montrent le Spider-Man en action et très très vite, il va y avoir un flashback. Alors je me souviens qu'enfant, j'avais pas compris il y avait un flashback et qu'on allait revenir sur les origines du personnage et comment il est devenu ce qu'il est devenu. Je l'ai découvert après. Alors l'autre chose que je dois signaler, c'est que non seulement il y a Rick Leonardi au dessin, mais qu'il y a surtout Al Williamson à l'ancrage. Al Williamson, dessinateur fabuleux, incroyable, talentueux et encreur de génie. Malheureusement, il nous a quittés il y a quelques années. Un auteur génial. Ça, je me souviens. Qu'est-ce que c'était chouette. Al Williamson, c'était tout simplement quelque chose d'incroyable. Là, il y a le Thor version 2099. Il est en deltaplane et c'est un peu un rigolo. Et donc, on va apprendre à découvrir cet univers. Alors, de toutes les séries 2099, clairement, c'est Spider-Man 2099 qui était le vaisseau amiral. Les autres séries étaient beaucoup moins bien. Mais c'était tout simplement génial de découvrir cette série qui nous montrait
À l'époque, il n'y avait pas encore eu la saga du clone, hein. Il n'y avait pas encore eu le Spider-Verse, le multiverse et toutes ces choses-là. Et découvrir ce Spider-Man, c'était comme découvrir, je pense, Spider-Man dans les années 60, quoi. C'était un renouveau total et c'était absolument, absolument génial de découvrir tout ça. On a eu la chance de pouvoir le découvrir à sa sortie à l'époque et on a eu de la chance de pouvoir être témoin de cette génération. Et je suis content qu'aujourd'hui le personnage revienne sur le devant de la scène parce que il est fabuleux. Il y a eu cette série qui a duré 46 épisodes, hein, vous retrouvez dans cet omnibus les 46 épisodes. Et puis après, il y a eu plein de mini-séries, il y a eu d'autres versions avec d'autres auteurs, et ça n'a jamais été aussi bien et aussi cool que ça. Alors, je peux admettre évidemment que ça va surtout plaire aux gens comme moi qui ont lu ces épisodes à l'époque et qui les ont adorés. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va voir Spider-Man Across the Spider-Verse prenne le même plaisir à lire ça, parce que c'est comme lire, vous savez, les comics des années 60, 70 ou 80. Oh putain, qu'est-ce que c'est cool ça, mais qu'est-ce que c'est beau. Ça plaît surtout aux nostalgiques. Ces omnibus, ils sont faits pour les nostalgiques. Mais ça peut aussi plaire, je n'exclus rien, Ça peut évidemment plaire à tous les fans de Spider-Man. Donc c'est vraiment quelque chose qui est suffisamment moderne et génial pour pouvoir être lu et apprécié par beaucoup de publics différents. Vraiment, vraiment, c'est super chouette. Pourquoi le dessinateur n'est pas cité là? Il y a marqué le scénario, ancrage, couleur, traduction, lettrage. Pourquoi le dessinateur? Pourtant, le dessinateur, c'est toujours Rick Leonardi. C'est marrant, de temps en temps, il faisait des petites coquetteries chez Marvel. Alors, nous allons avancer tranquillement dans ces... On est déjà à l'épisode numéro 9. Voilà, donc on retrouve tous les codes de cet univers, d'un futur qui est pas très, qui est pas super sexy, hein, parce que c'est super. Oh là là, qu'est-ce que c'est chouette ça, hyper chouette. Le costume, le design, tout est bien. Oui, il est pas très reluisant, hein, c'est pas le futur de Spider que nous promet Marvel dans ses comics, le 2099. C'est pas non plus le futur le plus glamour qui soit. L'épisode numéro 9, c'est Kelly Jones qui vient prêter main forte à Rick Leonardi. Alors Kelly Jones, on le connaît, hein. Il a fait du Frankenstein, il a fait évidemment du Batman, beaucoup, hein. Donc il est venu faire un petit épisode au milieu. Je pensais qu'il en avait fait plus, mais c'est, je crois, le seul. Alors ça dénote un peu parce que graphiquement c'est pas du Rick Leonardi, même si c'est du très bon Kelly Jones. Je me souviens de cette couverture, c'était tellement chouette. Et donc après c'est le retour de Rick Leonardi avec l'ancrage de Hal Williamson. Est-ce que ça vous fait pas penser à du Daredevil par John Romita Jr., hein? Hal Williamson, il a ancré, je crois, hein, peut-être que je me trompe, je crois que sur Man Without Fear, c'est lui qui ancre. Et ben, quel plaisir. Honnêtement, la somme des talents est incroyable. 11e épisode, on en a 46 à voir comme ça. C'est vraiment des souvenirs et c'est vraiment des choses incroyables. Alors, je me souviens, je ne sais pas si à l'époque, c'est Mick qui a publié les 49 épisodes. Je crois que c'était une revue 2099. Hein, c'était pas Spider-Man 99. Je crois que la revue, c'est ça, oui, la revue s'appelait 2099. Et donc, il y avait ça et les autres séries. Et comme souvent, il y avait une série number one, Spider-Man, et il y avait les autres séries qui étaient un petit peu moins bien, notamment Ravage 2099, qui était une belle purge. Alors, je sais que c'est très drôle parce qu'au départ, ça s'appelle Spider-Man 2099 et après, à bout d'un moment, ça va s'appeler 2099 AD. Ils ont rajouté le AD après. Mais on le verra sur les couvertures. Oh là là, ça me dit rien du tout. Je pense que j'avais déjà lâché l'affaire. Je pense pas que Semic à l'époque ait publié Tom Greenberg. Alors, on a vu Tom Greenberg récemment dans l'intégrale Warlock 92 ou 93. Et c'est marrant parce que j'aimais pas ce qu'il faisait Tom Greenberg sur Warlock à l'époque, parce que je préférais voir le dessin de Tom Raney et Angel Medina. Mais quand je vois maintenant ce que faisait Tom Greenberg, j'adore. Ron Lim,
qui fait une couverture et qui dessine. Alors là, c'est Ron Lim. Ron Lim, la légende. Ron Lim qui est ce dessinateur qui a traversé les époques chez Marvel. Je ne sais pas quel âge il a. Je l'avais croisé en 2009 quand je suis allé au San Diego Comic Con. Il était dans l'artiste allée. J'étais allé voir ce qu'il faisait, etc. Et je me dis, mais ce mec a toujours été là. Et il a toujours été là. Il a fait du Silver Surfer, il a fait du Fantastic Four, il a fait du Spider-Man 2099. Il est crédité sur la couverture. Donc je pense qu'il fait un certain nombre d'épisodes. Alors je sais que il revient après, notre ami. Je sais qu'il revient après. Alors ça c'est quoi? Parce que ça c'est pas le même auteur. Oui, là on n'est pas sur. Attendez. Oh là on est sur Ron Lim, mais là on est sur Stanley Présente. C'est Ian Eddington et Malcolm Davis au dessin. Est-ce qu'on est toujours sur Spider-Man 2099? Ian Eddington, oh c'est chouette ça en tout cas le dessin. Je sais pas qui est Malcolm Davis parce que je sais pas ce qu'il a fait après ou avant. Mais en tout cas, graphiquement, c'est très intéressant. Très. Alors là, j'avais complètement lâché la série à l'époque, pour tout vous dire. Et voilà, Rick Leonardi revient après une petite pause. Donc là, on est à l'épisode numéro 15. C'est super chouette. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est chouette. Regardez comme c'est intéressant. Et ce futur... Peut-être qu'en 2099, on sera comme ça. Hop. Donc là, c'est des super-héros créés sur mesure. Ron Lim, encore, qui fait la couverture. Et par contre, les pages sont signées par Rick Leonardi et Al Williamson. J'adore le style de Rick Leonardi. Il a continué à dessiner après, dans les années fin 90, début 2000. Après, il a arrondi son trait. Et ça lui allait moins, je trouve. Parce que ce qui donnait du mouvement et ce qui donnait de l'énergie, c'était ça. Alors, là, on arrive sur le crossover. Il y a eu un crossover avec toutes les séries, parce que qui dit Marvel dit crossover. Donc là, vous avez le Punisher 2099. Là, vous avez Ravage 2099. La série, couverture de Ron Lim encore, en 93. Est-ce que c'est Stan Lee qui scénarise? Non, ce n'est pas Stan Lee. C'est Pat Mills, dis donc. Donc, alors, Ravage 2099, c'est ce personnage, créé par Stan Lee, scénarisé par Stan Lee au début, mais Stan Lee des années 90, hein, c'est-à-dire 30 ans après tout. Et bon... On ne peut pas être et avoir été. C'est-à-dire que c'était un peu moins bien. Et le personnage était un peu old school et un peu rouillé, quoi. Grant Miem au dessin, je ne sais pas qui c'est. Et c'était Paul Ryan sur les premiers numéros. Eh oui, c'était Paul Ryan. Alors, c'est pas un personnage qui est rentré dans l'histoire, Ravage 2099. Et ces épisodes, c'est tout ce que les années 90 ont pu produire de plus piquant au niveau des yeux. Voilà, les X-Men 2099. Alors, c'était Ron Lim qui dessinait la série au début. Je ne sais plus qui était le scénariste. Et là, donc, ah oui, John Francis Moore, donc c'est là, c'est l'équipe originelle. Alors moi qui étais super fan des X-Men, quand ils ont annoncé à l'époque qu'il y avait une série X-Men 2099, j'étais comme un ouf. Et je me souviens très bien avoir acheté le premier numéro, donc dessiné par Ron Lim, un dessinateur que j'aime bien par ailleurs. Et je me souviens avoir été super déçu. Et en fait, je me souviens avoir été déçu par l'ensemble des autres séries. Alors, maintenant, quand on revient sur... Oula, je suis en train d'abîmer. Voilà, hop. Maintenant, quand on revient sur ça, Doctor Doom 2099, donc Doom 2099, il y a beaucoup de gens qui disent que c'était super chouette. Donc, Ron Lim qui fait toutes les couvertures du crossover. Là, c'est John Francis Moore, Pat Broderick et John Nyberg à l'ancrage. En fait, les séries à garder dans 2099, donc il y a évidemment Spider-Man 2099. Donc le crossover, c'est pas ce qui a été produit de mieux, hein, voilà, on peut le dire. Hein. Donc les séries à garder, Spider-Man 2099. Je crois que Doom 2099 avait très bonne presse à l'époque. Et après, il y a eu Ghost Rider 2099 qui était dessiné par Chris Bachalo et Mark Buckingham. Et ça, c'était super chouette. Punisher 2099, c'est Pat Mills encore. Et Tom Morgan au dessin. Alors là, Tom Morgan, il n'a pas fait carrière. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je me suis toujours posé la question de savoir qu'étaient devenus ces gens. Voilà. Donc là, on revient sur Spider-Man 2099 avec le numéro 17. On va faire un petit saut dans le temps après. Hop, je passe assez rapidement. Super chouette.
Ron Lim au dessin, donc Ron Lim qui devient un petit peu le deuxième dessinateur de la série, avec un style très différent, mais très marqué dans son époque. Leonardi qui fait les... Voilà, ils en faisaient un chacun, visiblement. Voilà, on continue. Eric Leonardi, j'avance un peu. Hein. Jim Fern à la couverture. Et donc là, on est sur l'épisode 21. Et donc, c'est Ian Ellington au scénario. Donc, en fait, il faisait des pauses. Il laissait d'autres auteurs venir travailler sur la série. Et là, c'est Eric Leonardi et Peter David qui reviennent. Donc, il y avait des fill-ins, quoi. Qu'est-ce que c'est chouette, ça. Et graphiquement, c'est de mieux en mieux. Il y a à la fois un petit côté Walter Simonson, et puis il y a le style incroyable et dynamique et fabuleux de Rick Leonardi. Je pensais qu'il avait fait, genre Rick Leonardi, je pensais qu'il avait fait genre les 10 premiers épisodes. Là, il y a une backup story. Peter David, Chris Battista, dans un style qui fait vachement penser justement à du Mark Buckingham. Hein. Peter David, Rick Leonardi, oh là là, qu'est-ce que c'est chouette. Qu'est-ce que c'était cool cette époque. Et je me souviens que pendant des années, on a critiqué les années 90, alors que les années 90, c'était quand même tellement cool, quoi. Il y a tellement eu de choses chouettes, des talents. Là, regardez, c'est du pur Rick Leonardi. On dirait du Walter Simonson, tellement c'est chouette graphiquement, c'est maîtrisé à tout point de vue, efficace. Le trait, les positions, le storytelling, la dynamique, incroyable. Bon, en fait, Rick Leonardi, il a fait la race d'épisodes, quoi. Il a fait je ne sais combien d'épisodes. Et ça, on l'a pas forcément vu. Tom Greenberg qui revient dans un style un petit peu différent de son premier épisode, mais très sensuel. Ah oui, alors, j'ai déjà feuilleté cet épisode. Donc là, on arrive sur l'épisode 26, et j'ai découvert le dessinateur Joe Saint-Pierre, qui fait pas mal d'épisodes et qui a un petit style, Joe Saint-Pierre. Mais alors, il fait quoi de ces journées maintenant, Joe Saint-Pierre? Peut-être qu'il a fait fortune en dessinant 4 épisodes, mais en tout cas, j'aime bien Joe Saint-Pierre. C'est chouette, regardez comme c'est chouette graphiquement, comme c'est intéressant. Là, on a Dave Klistek, dans un style Olivier Tom. Ils sont toujours en forme. Hop, Joe Saint-Pierre, c'était une backup story, ok, c'était quelques pages. On va avancer un peu. David Boller au dessin pour la backup, plein d'artistes, Joe Saint-Pierre. Hop, oula, là il y a un deuxième, c'est la saga des clones là. Il y a un deuxième, Roger Robinson au dessin. Je ne sais pas qui c'est. Étonnant tous ces dessinateurs, c'est vraiment la question qu'on va toujours se poser, c'est que deviennent ces dessinateurs une fois qu'ils quittent Marvel, quoi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après, quoi? Parce que ils savent dessiner, quoi. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, je me poserai toujours la question. Spider-Man, alors ça c'est un one shot qui est intégré, dessiné par Rick Leonardi. Ah génial, ça reprend exactement la même scène, mais avec le Spider-Man normal, qui est visiblement transposé dans l'univers 2099. Alors, il faut savoir qu'on est 20 ans avant la création, quand je dis 20 ans, oui c'est ça, 20 ans avant la création de Miles Morales. C'est-à-dire que je ne pense pas que Miles Morales aurait pu être créé s'il n'y avait pas eu Spider-Man 2099 avant. C'est-à-dire qu'il faut faire des baby steps, il faut des étapes dans les créations de certains personnages. Et dans la création et l'acceptation de ces personnages, il faut évidemment qu'il se passe quelque chose. Et je trouve que ce personnage est au moins aussi important pour son époque, même si il n'est pas traité de la même façon, parce que Bendis, il avait une vision très moderne dans l'écriture et surtout dans la conception et dans la façon de penser les comics en relié, en run, en épisodes qu'on pourrait collecter, garder, conserver, etc. À l'époque, on était plus dans l'immédiateté, il fallait sortir les épisodes et on ne pensait pas à ce qu'on en penserait 10 ans plus tard. Donc là, il y a un one-shot, encore dessiné par Joe Saint-Pierre, qui est pas mal. Et donc, je pense que dans la création de Miles Morales, cette série a joué un rôle très très important. Alors là, on est clairement en plein milieu des années 90, avec des dessinateurs qui tentent de faire pareil que chez Image, mais c'était pas forcément le bon choix. Et voilà, donc là, ça devient Spider-Man 2099 AD. Et donc là, notre ami
Donc Peter David avec Andrew Wildman, l'homme sauvage au dessin. Andrew Wildman qui reste sur quelques épisodes. Donc graphiquement, c'est un peu différent. Ils essaient de faire du... Ça ressemble à du Todd McFarlane, mais c'est pas du Todd McFarlane. Couverture de Jay Lee, messieurs, dames. Et ouais, avec toujours Kiss Pollard de dessin. Donc là, clairement, on a évolué. Je sais qu'il revient après. Je crois qu'il revient après, mais je suis de moins en moins sûr. Donc là, on arrive un peu sur la fin, en fait. On arrive un peu sur la fin avec cette volonté de dessiner à la façon du studio de Rob Liefeld. Là, on est sur l'épisode 39, dessiné par Chris Sprouse, qui fait la couverture, et Andrew Wildman fait les dessins. C'est dingue de voir, de replonger là-dedans. Alors, autant vous dire que je n'ai jamais vu ces épisodes. Hein. J'avance un peu, c'est assez chouette ça. Donc c'est un peu plus dark visiblement, on a changé de ton, on a changé de tonalité, mais en même temps ça sent la fin de la série parce que quelques mois après elle sera annulée. Et donc voilà. Non, Andrew Wildman, je pense pas qu'il revienne. Après il a quand même fait beaucoup d'épisodes, il a bien travaillé. Rick Leonardi, il mérite un peu de repos. On est sur l'épisode 44, donc autant vous dire qu'on arrive vraiment à la fin. Et donc je pense qu'il ne reviendra pas avec voilà, un peu la fin, épisode 45. Rick Leonardi à la couverture quand même. Au dessin, est-ce que c'est, il y en a les crédits quelque part? Ben Raab, Mike McKone. Oh ben dis donc, Mike McKone qui a fait plein de choses depuis. Il a fait du Avengers, du Spider-Man. Il a fait plein de choses. Il est super cool ce dessinateur. Et l'épisode 46 qui est le dernier. Et donc Mike McKone à la couverture et Mike McKone au dessin. Et ça c'est super chouette. On va terminer, on va avancer un peu. Parce qu'à la fin il y a une galerie de super dessins. Et notamment un truc moi qui me fout les poils à chaque fois. C'est ce dessin. Et on va terminer là-dessus. Les amis. Attendez, j'ai un peu abîmé mon omnibus. Il n'est pas facile à manier. Hein. C'est pas l'omnibus le plus... Regardez ce dessin. Rick Leonardi, c'est un poster dans le tome 1 de 2099. Celui-là, je l'avais dans ma chambre. Mais qu'est-ce que je l'ai regardé, qu'est-ce que je l'ai aimé. C'était tout simplement fabuleux. C'était exceptionnel. C'était génialissime. Et merci Semic et merci Marvel pour ces années de rêve. C'est un omnibus qui va vraiment plaire aux vieux de la vieille comme moi. Et j'espère qu'il séduira évidemment les nouveaux lecteurs qui ont découvert le personnage à travers le film. Spider-Man 2099, c'est plus qu'un bon comics. C'est tout simplement quelque chose de fabuleux et d'essentiel. Je vous invite à le découvrir. Je vous invite à le dévorer. Je vous invite à le savourer. C'est un omnibus incontournable. Salut.